Je voulais aussi remercier Augustin Boulanger pour son invitation. Donc en fait, je vais revenir, oui, peut-être je vais revenir sur certaines choses anthropologiquement fondamentales et aussi sur mon travail que j'ai fait au SECOS. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure dans un centre de PMA et aussi sur la question dans des sociétés musulmanes et sur le droit musulman. Alors, ça a été, dit, enfin, ce que j'ai dit un petit peu aussi au début, c'est-à-dire que souvent, anthropologiquement, on a beaucoup, insisté sur, la question de la maternité et il y a moins de travaux sur la paternité et le fait aussi, et je pense que c'est très important, que la paternité passe aussi par la question de la maternité. Donc en fait, les 2 sont vraiment, bien sûr, liés. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des enfants dans les différentes sociétés? C'est, avant tout pour, se reproduire et se reproduire, ça veut dire reproduire la société et il y a un dicton arabe qui dit que celui qui n'a pas engendré n'est pas lui-même engendré. C'est-à-dire que si on ne fait pas des descendants, on casse bien sûr sa chaîne généalogique, puisque vous savez que toute filiation est liée à une transmission, c'est-à-dire que à la fois descendante, mais aussi ascendante. Et donc, en fait, ne pas se reproduire, et en particulier faire des garçons dans une filiation patrilinéaire, c'est donc casser en fait toute sa généalogie et donc casser sa filiation. Donc, il est absolument nécessaire de se reproduire aussi pour perpétuer cette lignée et pour les ancêtres et qu'elles vivent. Donc il y a bien sûr des questions économiques, la question de la transmission des terres, du capital, la question de la transmission de sa position, de son statut social. Il y a des questions affectives, bien sûr. Et il y a aussi des questions qui sont souvent absolument pas traitées, que je vais traiter ici, parce on dit souvent que la maternité, finalement, est liée à la féminité, que bon, ça a été dans les sociétés traditionnelles, aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins en Europe, mais c'était le cas. Et en fait, on oublie aussi de dire finalement que aussi la question de paternité, c'est aussi une question liée à l'identité masculine et à la virilité. Et ça m'est apparu très clairement dans mes études sur les questions de procréation médicalement assistée au SECOS, et c'est ce dont je voudrais vous parler. Donc je rappelle, ce matin, j'ai déjà dit que le SECOS, c'est le Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme humain. Il s'avère que moi, j'ai fait une recherche donc, dans le centre de Cochin à Paris. Donc j'ai pu assister à des consultations, à des staffs de médecins et à m'entretenir avec des couples qui, à ce moment-là, c'était avant, c'était que des couples hétérosexuels, c'était avant que la loi change. Et donc, en fait, sur leur désir de procréation. Or, il m'est apparu très clairement qu'en fait, très souvent, les femmes donc il y avait ce problème d'infertilité dans ces couples et que les femmes souvent, pensaient plutôt à l'adoption, en fait. Leur première option, c'était l'adoption. Pourquoi? Pour être à égalité avec leur mari. En se disant qu'au moins, justement, il n'y aurait aucun lien biologique, ni du côté paternel, ni du côté maternel, et donc qu'il y aurait finalement des sentiments qui se développeraient de l'enfant pour leur père comme pour leur mère de manière égale. Alors que dans le cas de la PMA et du don de sperme, elle craignait que elle, en étant la mère biologique et la mère sociale, bien sûr, et que leur père ne soit que social et pas biologique, elle craignait que l'enfant ne s'attache pas autant peut-être à son père qu'à elle. Et en fait, c'était très paradoxal. Enfin, pour moi, c'était une découverte finalement. Donc, les femmes voulaient plutôt avoir recours à l'adoption pour qu'il y ait cette égalité affective que dans le couple. Enfin, et de l'autre côté, on avait le père qui disait mais non, mais non, mais non, on va faire une IAD, donc une insémination avec donneur, parce que comme ça aussi, donc il y aura le lien biologique avec toi, avec son épouse, enfin qu'elle se soit d'ailleurs mariée ou pas, et puis aussi il y aura, et comme ça aussi tu vas connaître, je vais t'offrir une grossesse.
il y avait cette question d'offrir aussi une grossesse à sa femme. C'était dit comme ça. Donc il y avait aussi le fait de pouvoir, en tout cas, qui fait partie aussi d'une certaine identité virile. Vous savez, même dans la manière de dire qu'une femme est enceinte, on dit souvent ah, il l'a engrossée. C'est-à-dire que même la maternité, elle est souvent reliée justement donc à cette relation et à l'action, à la relation sexuelle et donc à l'action masculine qui va faire que le ventre de la femme va devenir fertile. Donc aussi, donc je me suis aperçue que finalement, il y a une grande blessure narcissique, hein, ça c'est pas seulement moi, les psychologues, d'autres anthropologues l'ont vu, chez les pères qui ont recours à la PMA. C'est-à-dire que c'est une grande... Autant les femmes, elles ont toujours qui ont recours au don d'ovocytes, elles sont toujours mères par l'accouchement. Donc il y a toujours ce lien biologique et qui en plus valorisé, parce que juridiquement, c'est par là aussi qu'est définie la maternité. Mais pour le père, en fait, le seul lien qu'il a, il n'en a pas deux comme les femmes, il n'a pas l'ovocyte et la gestation, il n'a que le sperme, qui donc transmet son ADN et qui fait ce lien biologique à l'enfant. Donc il y a déjà cette différence physique qui crée des représentations aussi sociales extrêmement différentes. Donc, il y a une honte en fait pour les hommes à être souvent infertiles parce que il y a une confusion dans les représentations entre le fait qu'un homme est infertile et qu'il est impuissant. Donc ça touche aussi à son identité virile. Et on voit souvent d'ailleurs dans les consultations que les hommes ne venaient pas, ils étaient très en retrait. Et c'était vraiment les femmes qui portaient, à la fois, alors que les hommes aussi étaient tout à fait, bien sûr, pour devenir père par ce moyen, puisqu'ils n'avaient pas d'autre choix, sauf celui de l'adoption qui avait été écarté, pour les raisons que j'ai évoquées, et pour d'autres aussi, mais je n'y reviendrai pas. Mais aussi le fait d'avoir un enfant par PMA, ça leur permettait de rendre aussi grosse finalement leur épouse. Et donc socialement aussi, tout le monde peut penser qu'en fait, on n'est pas obligé de dire à ses voisins, au monde extérieur, qu'on a fait une PMA. Donc dans le regard extérieur aussi, le regard des personnes qui voient l'épouse enceinte, ils peuvent penser bien sûr qu'il est le père biologique. Donc ça permet aussi de maintenir finalement un certain secret, en tout cas, je ne parle pas vis-à-vis de l'enfant parce que souvent c'est dit, hein, quand l'enfant naît, tout ça est éclairci et les choses sont dites, et les mots aujourd'hui et aussi le sécos bien sûr aussi parce qu'il y a des psychologues dit que c'est très important de dire comment l'enfant a été conçu, mais en tout cas socialement on n'a pas à s'expliquer comme dans l'adoption où souvent en plus la dissemblance de l'enfant, et ça j'y reviendrai plus tard aussi avec les parents, fait qu'ils sont souvent submergés de questions très intrusives et qui sont toujours ramenés au fait que l'enfant ne l'est pas leur enfant biologique. Là, même si l'enfant n'est pas l'enfant biologique du père, il apparaît qu'il l'est. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est très valorisant narcissiquement pour le père et donc qui rétablit finalement l'idée que peut-être il est aussi le père biologique, même s'il ne l'est pas. Alors, donc, Françoise Héritier, donc, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé en tant qu'anthropologue et qui d'ailleurs m'a soufflé l'idée de travailler sur les procréations médicalement assistées parce que aussi donc j'étais dans une équipe où justement on fait des rapprochements entre les systèmes de parenté et les questions des substances, c'est-à-dire donc les ovocytes, le sperme, le lait, enfin toutes ces substances, le sang menstruel, toutes ces substances, enfin c'est la pensée de Françoise Héritier qui permettent où il y a des sortes des manières locales et culturelles de se représenter comment on fait un enfant, la fabrication d'un enfant et des systèmes de filiation. Et donc Françoise Héritier remarque dans son livre Masculin-féminin, toutes les formes de stérilité ont toujours été considérées dans les représentations collectives comme étant d'origine purement féminine, comme procédant du mauvais vouloir de la féminité.
Et justement, donc, mes travaux aussi sur les procréations médicalement assistées en France m'ont montré que ce constat est toujours d'actualité, alors qu'on est dans un contexte ultra médicalisé du don de gamètes, où on sait très bien qu'il faut un gamète masculin et un gamète féminin pour faire un enfant. Il y a toujours l'idée finalement que le gamète masculin, donc le sperme, est plus essentiel que le gamète féminin, l'ovocyte, et que finalement la femme est surtout un réceptacle. C'est surtout son ventre qui est important. Donc même en fait dans ces milieux ultra savants, ces représentations archaïques d'un sperme qui serait nécessairement fécondant, qui ne peut être que fécondant, et d'un ventre qui, lui, peut être possiblement stérile, demeure primordiale, donc malgré les connaissances scientifiques et médicales. L'opposition aussi, je pense, il y a une différence entre les gamètes masculins et les gamètes féminins, c'est que l'ovocyte n'est pas visible. C'est un élément interne, à la différence du sperme qui est tout à fait visible. D'ailleurs aussi, c'est pour ça que aussi je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est beaucoup plus facile pour un donneur de sperme donc de donner ses gamètes que pour aussi bien sûr physiquement qu'une femme de donner ses ovocytes, puisque ça demande une opération interne extrêmement douloureuse, etc. Et donc, il y a une visibilité du gamète masculin et une invisibilité de l'ovocyte qui n'est pas vraiment pensée, y compris parfois par les femmes elles-mêmes. Que représente en effet un ovocyte pour une femme ? Élément de fertilité, il ne peut être vu, à la différence du sang menstruel, sang qui signale à contrario à une femme qu'elle n'est pas enceinte. Cependant, cette occultation du rôle d'une substance féminine dans la conception est d'autant plus paradoxale que les procréations médicalement assistées déclenchent, au moyen d'un traitement hormonal, la production de plusieurs ovocytes chez la femme, et non plus un seul, comme dans un cycle naturel. Ce traitement pratiqué avant l'insémination visant à multiplier les chances de fécondation et de grossesse. L'importance accordée à l'ovocyte est aussi accentuée par les progrès des techniques de visualisation, en particulier de l'échographie, qui, en rendant visibles aujourd'hui les follicules ovariens, donnent une plus grande valeur de réalité à ce qui restait auparavant invisible et donc quasi inexistant, puisqu'il n'est pas vu, on a du mal à l'intégrer dans la pensée. Il apparaît néanmoins que cette représentation donc oviste, induite des techniques médicales de la procréation, coexiste donc encore aujourd'hui avec une représentation spermatique et donc masculine, plus courante et plus prégnante de la conception. La force de cette théorie spermatique de la conception tient, selon mon analyse, à son évidence du point de vue des sens, en tant qu'elle se fonde sur la représentation la plus immédiate et la plus visible de gamètes. Alors, ainsi, dans notre société où la fonction de l'ovule dans la procréation est connue, où elle peut même revêtir une importance primordiale dans les procréations médicalement assistées, le rôle du sperme à l'étape de la conception reste prégnant. Et quel que soit le système de filiation, que ce soit vous avez parlé tout à l'heure de filiation patrilinéaire ou matrilinéaire ou cognatique, c'est-à-dire qui sont à la fois matrilinéaires et patrilinéaires, la plupart des sociétés considèrent que le sperme masculin joue un rôle dans la reproduction, alors qu'elles peuvent n'accorder aucune fonction substantielle à la mère, mais la voir comme un ventre. C'est le cas de la plupart des sociétés. En outre, de nombreuses sociétés qui reconnaissent l'existence de deux substances sexuées, l'une masculine et l'autre féminine, peuvent néanmoins attribuer à l'étape de la conception un rôle majeur à la substance masculine et un rôle mineur à la substance féminine. La survalorisation de la participation masculine lors de la conception tiendrait donc au fait que l'homme ne joue aucun rôle physiologique visible lors des autres étapes du processus de procréation. Donc le sperme apparaît comme l'unique apport physiologique masculin dans la fabrication d'un enfant et il est alors survalorisé relativement à sa fonction générative.
Ainsi, certaines théories de la conception semblent faire l'appel belle à l'homme afin de justifier la contradiction selon laquelle, en dépit de l'importance de la femme dans le processus de génération, le produit en revient à un parent de sexe masculin, qu'il s'agit du père dans une société patrilinéaire ou de l'oncle maternel dans une société matrilinéaire, puisque en fait dans toutes les sociétés, même matrilinéaires, l'enfant, l'autorité n'est pas à la mère, on l'a déjà dit tout à l'heure, soit elle est au père dans une société patrilinéaire, soit elle est toujours à un homme, c'est-à-dire à l'oncle maternel. Donc ça va être un homme, mais dans la lignée maternelle. Et donc la question des affects, par exemple, elle est du côté de la mère en général dans ces sociétés, le père représentant l'autorité. Et dans une société patrilinéaire, c'est l'oncle maternel avec lequel il peut y avoir des plaisanteries, des relations affectives. Et dans une société patrilinéaire, c'est avec l'oncle maternel, c'est inversé, qui joue l'autorité, qui représente en fait le père, dans une société patrilinéaire. Bon, alors, le fait que la substance fécondante, donc le sperme, soit dans la plupart des sociétés essentiellement masculine, participe de ce que les anthropologues comme Françoise Héritier ou Maurice Godelier ont identifié comme l'appropriation masculine par les hommes du pouvoir essentiellement féminin de produire une descendance. De surcroît, l'étude d'autres sociétés que la nôtre révèle que la survalorisation du rôle de l'homme dans la fabrication d'un enfant concerne non seulement l'étape de la conception, mais aussi les autres étapes procréatives, par exemple la gestation, lorsque le fœtus est censé se développer sous l'action bénéfique aussi du sperme qui est apporté par les rapports sexuels que l'homme a avec son épouse pendant qu'elle est enceinte, comme c'est le cas dans différentes sociétés, notamment africaines ou arabes, ou encore le fait de porter et d'accoucher de l'enfant, ainsi que le montrent les rites de couvade qu'on connaît en Europe, mais aussi en Amérique latine, où l'époux même peut connaître un régime alimentaire et des douleurs qui sont semblables à la femme au moment où elle est enceinte et accouche, donc ce qui est aussi une sorte d'appropriation quasiment biologique de la gestation. Ou enfin l'allaitement, quand le lait donné au nourrisson paraît comme on parle de lait maternel, mais dans certaines sociétés, même religions, puisque c'est le cas en islam, le lait qui est donné au nourrisson est censé provenir du sperme de l'époux. Et en fait, il provoquerait une montée de lait chez la mère, et ça crée des interdits matrimoniaux, donc une parenté de lait, entre la nourrice qui va allaiter et les enfants qu'elle a allaités du fait de ce lait qui provient de l'homme et de cette logique des substances locales. Donc ça, c'est même pas ce n'est même pas culturel, ça c'est dans le Coran qui reconnaît cette parenté de lait. Donc, si la représentation essentiellement spermatique de la conception participe de l'appropriation masculine du pouvoir de fabriquer un enfant qui reste un pouvoir essentiellement féminin, puisque en fait c'est une différence entre les hommes et les femmes, que les femmes ont ce pouvoir de produire des enfants dans leur corps, elles s'en distinguent néanmoins sur un point important. Le processus d'accaparement par les hommes, donc des capacités féminines, donc qui sont liées à la gestation, à l'accouchement et à l'allaitement, on le voit, est totalement imaginaire. Ce sont des constructions de l'esprit qui sont culturelles ou religieuses et qui vont même à l'encontre de l'évidence des sens, par exemple pour le lait maternel ou pour la couvade. Mais par contre, puisqu'à toutes ces étapes, la gestation, la lactation, le rôle de la femme est incontestable. En revanche, la lecture masculine de l'étape de la conception n'est pas complètement décalée de la réalité, dans la mesure où elle peut trouver une confirmation dans justement la visibilité des gamètes masculins et du rapport sexuel. Donc le primat du masculin dans la conception, qui existe aussi dans notre société, donc s'expliquerait notamment par le fait que l'ovocyte est imperceptible en comparaison de la visibilité du sperme masculin. Ainsi, la survalorisation masculine lors de la conception, constatée dans beaucoup de sociétés, y compris dans la nôtre, tient donc au fait que l'homme joue un rôle physiologique visible
Et c'est le seul moment, on va dire, biologique que où l'homme peut avoir un lien biologique avec son enfant, c'est par cette substance qui est le sperme, au moment des rapports sexuels et de la production d'un enfant, et non, bien sûr, à ce moment aussi que la femme connaît, la femme a deux moments, ce moment de la conception qui est souvent occulté au profit de l'homme, et le moment de la gestation qui lui est consacré. Donc c'est une différence sexuée très importante qui a des conséquences sur les représentations sociales. Donc si l'enfantement est valorisé dans la plupart des sociétés comme un pouvoir spécifiquement féminin, donc mes recherches montrent qu'un pouvoir masculin l'est encore plus en amont. On parle d'enfantement pour les femmes, mais aussi on parle d'engendrement pour les hommes. Celui qui précède et qui détermine l'enfantement dans la réalité comme dans la pensée, compte tenu du rôle fécondant du sperme, donc substance, on a compris, qui est aussi visible et qui peut être plus représentée que la substance féminine qui est l'ovocyte. Donc ce fait universel expliquerait que dans de nombreuses sociétés, accorde un rôle majeur donc aux gamètes masculins de l'homme, et ce, indépendamment de leur mode de filiation, qu'ils soient patrilinéaires ou non. Comme l'a souligné Françoise Héritier, je cite, « Dans bien d'autres sociétés, matrilinéaires comme patrilinéaires ou cogdatiques, on trouve cette exclusivité paternelle, la mère se contentant, selon des figures métaphoriques explicites, de prêter son corps au développement du fœtus, telle une besace que l'on remplit, ou une poterie où se concocte une cuisine de choix. » Donc il semble donc que le rapprochement anthropologique qui a pu être fait, parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de faire des liens entre les systèmes de parenté et les substances masculines ou féminines, ne rend pas compte d'une certaine constance des représentations, donc du rôle fécondant toujours attribué aux gamètes masculins et au rôle récepteur du corps féminin. Donc qui tient sans doute à cette question du visible aussi, la visibilité de ces gamètes qui créent des universaux de ce côté. Alors, cela m'amène aussi à parler de la question des ressemblances, qui n'est pas liée au biologique, mais à la sphère du physiologique. Alors, les sociétés, comme vous le savez en tant que juriste, reposent sur des règles de parenté qui se constituaient justement indépendamment de cette idée selon laquelle la ressemblance fait la parenté. Bon, heureusement que ce n'est pas une règle de droit. Donc, en particulier, la reconnaissance sociale et juridique de la paternité, qui est plus problématique que la maternité, compte tenu du lien visible qui unit un enfant à sa mère par le fait même de l'accouchement, s'oppose à une tendance quasi spontanée, en même temps et très populaire, qui consiste à déterminer la paternité par rapport aux critères, entre guillemets, naturels, entre guillemets, parce que c'est une construction de l'esprit, de la ressemblance physique. Donc, d'une façon générale, en même temps, bon, j'y reviendrai, malheureusement, encore aujourd'hui, c'est extrêmement courant que lorsqu'un enfant naît, on va essayer de rechercher ces ressemblances physiques qui auraient, dans l'esprit des gens, souvent un lien de causalité biologique, enfin, qui déterminerait, en tout cas dans les représentations communes, la paternité. D'une façon générale, le terme de nature a dans le droit français une connotation péjorative. Le terme d'enfant naturel, par exemple, exprime qu'il est le fruit d'une union qui échappe à la loi contractuelle du mariage. Ainsi, dans le droit français, l'enfant revient au mari de celle qui a donné naissance à l'enfant, règle valable également dans les procréations par don de gamètes, on l'a déjà dit tout à l'heure. Le droit musulman, c'est intéressant parce qu'il contrevient encore plus catégoriquement à l'argument naturaliste de la ressemblance, en érigeant comme irrécusable le principe selon lequel la paternité d'un enfant est attribuée au mari de la mère, fût-il improbable. Même si l'enfant, les juristes musulmans disent que même si l'enfant de parents blancs est noir, si cet enfant est bien issu du mari de la mère, il est l'enfant. Donc même la question de la dissemblance et même du phénotype et de la couleur de peau ne peut contrevenir à cette règle intangible du droit. Et ce, bien sûr, les juristes, qu'ils soient musulmans ou d'autres pays, visent aussi, bien sûr, à protéger les femmes et les enfants et la filiation de l'enfant qui sont extrêmement vulnérables dans des sociétés où, bien sûr, les femmes peuvent être lapidées ou exclues pour adultère ou les enfants illégitimes aussi, mais y compris
aussi en Europe récemment, stigmatisés, etc. Et en tant que bâtards, etc. Donc l'importance attachée aux ressemblances tient aussi, et ça je l'ai un peu dit tout à l'heure, au fait qu'elles permettent de cacher la stérilité. Ah pardon, je me suis trompée de page. Alors, donc les sociétés, voilà. Ah oui, non, c'est bon, pardon. Alors voilà. Donc oui, alors donc j'ai tout à l'heure dit aussi dans le cas des PMA, combien les gens étaient, enfin je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le dire, les personnes qui ont recours au PMA sont très sensibles aux questions des ressemblances. C'est pour ça que, en fait, lorsqu'on va au sécos, et les médecins aussi, donnent aux donneurs, donnent aux parents un donneur qui va leur ressembler. Donc, ils vont noter le phénotype, la couleur de peau, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, pour essayer ce qu'ils appellent une sorte de matching ou d'apparentement, comme c'est aussi un terme qui pouvait être utilisé pour l'adoption, mais de manière tout à fait différente, pour que en fait, l'enfant ressemble le plus possible aux parents. Ça va, ce que j'ai pu remarquer aussi dans ce travail, c'est que souvent, alors donc là encore, on est dans le cas je parle de l'insémination avec donneur et de la paternité. Ce sont les femmes qui sont souvent très exigeantes et qui demandent pour le fait que l'enfant ne leur ressemble pas à elles, mais qu'il ressemble à leur mari. Donc, elles vont exiger des médecins qu'ils donnent vraiment un donneur qui va avoir la couleur de cheveux ou la couleur des yeux de leur époux et que ça soit bien été dans leur dossier médical pour qu'ils ne se trompent pas. Et ça, c'est très, très net parce que cette ressemblance de l'enfant avec son père va permettre de colmater cette brèche du biologique qui n'est pas là et cette blessure narcissique d'avoir un enfant peut-être qui ne va pas vous ressembler. Bon. Donc derrière cette préoccupation se cache aussi sans doute l'idée que plus l'enfant ressemblera à son époux et plus aussi celui-ci aussi le reconnaîtra comme sien, la ressemblance physiologique pouvant lui faire oublier ou tout au moins reléguer au second plan le manque de lien génétique avec cet enfant. Cependant, un homme déjà père de 2 enfants grâce à un don de sperme m'avouera que le fait de ne pas avoir eu d'enfant lui ressemblant restait toujours au plus profond de lui une blessure. Une telle blessure en cachait une autre, surtout celle de ne pas avoir eu de lien biologique avec son enfant. Cette blessure plus profonde n'avait alors pas été colmatée par le lien de ressemblance qui joue généralement dans un tel cas une fonction réparatrice. En général, dès que l'enfant paraît, c'est une attitude commune de repérer à qui il ressemble, de qui il tient telle partie du visage, telle couleur des yeux, comme si cela était un moyen de rendre familier ce corps étranger, au sens de le rendre proche et de le relier à la famille. Repérer en ce nouveau venu, cet enfant, ce qu'il y a de commun avec des membres de la famille, c'est reconnaître qu'en ces traits mêmes se trouve déjà inscrite l'appartenance à cette famille, comme une sorte de lignée corporelle. Vous savez, aussi il y a le grain de beauté qu'on a là dans la famille, etc. Cette tache, une sorte de tache qui fait aussi unité. Dans le cas des naissances par don, les liens de ressemblance attribués par l'entourage entre l'enfant et un membre de sa famille sont souvent infondés, puisque l'enfant est né d'un don de sperme, et sont parfois énoncés par des personnes qui connaissent aussi le mode de procréation utilisé et qui croient néanmoins en leur énoncé improbable, ce qui correspond à ce que certains psychanalystes ont qualifié à propos aussi de l'adoption de greffe mythique, soit un processus imaginaire qui fait entrer l'enfant dans son groupe familial et dans son histoire, processus qui se retrouve aussi dans les procréations par don. Ainsi, il n'est pas rare que la famille du père de l'enfant né par insémination avec donneur, malgré le fait qu'elle soit au courant du mode de conception, trouve que celui-ci possède un air de famille avec son grand-père ou son oncle paternel. Donc, il n'en reste pas moins vrai que la recherche de ressemblance par un tiers est toujours particulièrement empreinte d'anxiété chez les parents ayant eu un enfant par IAD. L'enjeu pourrant se révélant important, la reconnaissance de telles ressemblances servant à colmater la brèche introduite par la rupture du lien biologique. Or, ceux qui ne savent pas de quelle façon a été conçu l'enfant lui attribuent souvent des ressemblances avec son père. Les parents racontent alors sur un ton émerveillé comment, ainsi que dans un conte de fées, les passants qui s'arrêtent et contemplent l'enfant s'exclament « comme il ou elle ressemble à son père ».
remarque qui n'est pas anodine pour le père dans un tel cas et à laquelle celui-ci ne réagit souvent pas, éprouvant alors un sentiment plus proche du soulagement que de la gêne. Donc tout se passe comme si la ressemblance même si elle ne relève pas du génétique, elle est assimilée au biologique dans la mesure où elle participe d'une notion qui subsume ces dernières, notion que je qualifierais de physiologique en tant qu'elle concerne le corps sous son aspect visible et extérieur. Ainsi, il n'est pas rare. Donc, bon, je crois je sens qu'il va bientôt falloir que je termine, n'est-ce pas ? Donc, la ressemblance permet, par rapport à une discontinuité, d'instaurer une continuité au niveau du visible et de la famille. Donc, ressemblance et biologique tendent à se dissoudre et à se confondre dans le champ plus vaste du physiologique. Et dans le contexte des procréations, il est apparu que le désir que l'enfant ressemble au père s'exprime non seulement dans le don de sperme, mais aussi dans le cas du don d'ovocytes, où aussi le géniteur a pourtant donné son sperme. Les femmes aussi veulent toujours que l'enfant ressemble plus au père. Donc on peut faire l'hypothèse que l'importance de la ressemblance au père, qui se retrouve aussi non seulement dans nos sociétés, dans le cas des PMA, mais dans de nombreuses sociétés, n'a pas partie liée au biologique, ni au système de filiation, mais elle est liée surtout à la crainte de l'illégitimité de la filiation qui reste prégnante dans de nombreuses sociétés et qui peut, lorsqu'elle est avérée, se révéler stigmatisante pour les descendants à l'échelle individuelle comme à l'échelle de toute une lignée. Donc la recherche de ressemblance est une façon donc de vérifier le bon ordre reproductif de la société. Celui qui y procède peut s'étonner qu'un garçon ne ressemble pas à son père et avoir alors quelques soupçons sur sa légitimité, mais elle est aussi un moyen de remédier aux entorses faites à l'ordre reproductif, comme c'est le cas dans les cas de procréation de gamètes, puisque si les ressemblances ne peuvent pas être immédiatement référées aux parents, elles le sont à un autre membre de la famille plus lointain qui est parfois décédé. Donc ce type de ressemblance intègre alors l'enfant non pas dans une filiation où il est déjà de plein droit, mais dans une lignée qui n'est pas nécessairement biologique, mais physiologique. Donc je conclus. Par conséquent, si les procréations de gamètes n'introduisent aucun désordre dans la filiation juridique, puisqu'en fait elles continuent ce qui existe déjà, puisque la reconnaissance du père est avant tout sociale et que celle de la mère est référée à l'accouchement, elles introduisent néanmoins un certain désordre dans la filiation telle qu'elle est entendue par le sens commun, dans la mesure où un des parents n'est pas le géniteur. Aussi, les ressemblances sont-elles appelées, dans le sens commun, sont-elles appelées à remettre de l'ordre en recouvrant les failles du biologique. Et à cela, chacun s'y emploie, les familles des individus concernés comme les institutions et les médecins. Je vous remercie.